donc moi je vais vous parler de la deuxième année d'un projet. Vous m'entendez? Il va falloir que tu te penches encore. Il faut que je me penche. Ben oui, c'est pas Je penche le micro et je me penche aussi. Ah. Par contre, là, il y a quelque chose qui se fait. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, donc je vais tenter de vous parler de la deuxième année d'études d'un projet donc, financé par le COST des haras nationaux, enfin de l'IFCE, sur le marché du cheval. Donc une deuxième année qui a pour thématique les ventes collectives. Je comptais faire un petit rappel sur les résultats de l'année 2009, mais vu qu'on a eu beaucoup de rappels, je vais y aller très vite. Voilà, des petites choses donc sur les acheteurs. Hein. Les acheteurs de chevaux sont essentiellement des acheteurs particuliers. Hein. On a vu quel type de chevaux ils recherchent déjà et leurs besoins de sécurisation, pas besoin d'y revenir. Pour ce qui est des vendeurs, les vendeurs, un tiers d'entre eux sont des particuliers. Hein. Les chevaux s'achètent bien sûr à des éleveurs, mais ils se rachètent à d'autres particuliers pour un tiers d'entre eux. Ils s'achètent aussi donc, pour un quart à des éleveurs et sinon, on s'aperçoit qu'il y a un petit nombre de professionnels du cheval qui, même s'ils n'ont pas dans leur titre d'être des commerçants de chevaux, beaucoup de professionnels ont le commerce du cheval dans leurs activités. Ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Et quand on est cavalier professionnel, souvent on s'affiche comme cavalier professionnel, mais comme le rappelait Bernard ce matin, le nerf de la guerre, c'est souvent la commercialisation. Donc, un petit nombre de professionnels pour qui le commerce du cheval est très important. Et comme on l'avait vu l'an dernier, un marché du cheval qui est quand même sur une base où les éleveurs produisent des chevaux pour le sport et le haut niveau. Donc, une élite qui se vend relativement facilement, mais tout le reste, le restant des chevaux qui... ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui tape, là. Tout le restant des chevaux qu'il faut bien écouler. Donc, on est bien dans cette logique-là. Le produit, on l'a recaractérisé. Il a été... chacun a utilisé ses mots. Si on veut utiliser des mots plus pompeux, comme je le fais maintenant, c'est de dire qu'on est bien sûr sur un produit vivant unique, mais qu'on avait qualifié de singulier. Cette singularité qui fait qu'on cherche un cheval, mais pas n'importe quel cheval. On cherche le cheval qui va me convenir, qui va convenir à celui qui va l'utiliser. Ma recherche n'est pas forcément la recherche de quelqu'un d'autre. Et en tous les cas, le cheval que je recherche, il y a nécessité qu'il y ait une vraie adéquation avec lui. Sachant qu'acheter ce type de cheval, c'est effectivement difficile. C'est surtout difficile de le juger rapidement sur l'espace donné pour un achat qui peut être très rapide ou qui pour le vendeur qui souhaite que ce soit rapide, c'est pas toujours facile. Réaliser ce jugement, lever l'incertitude, c'est pas simple. C'est pourquoi, globalement, que font les gens? Ils essayent de se rassurer par une relation. La vente de cheval, c'est une affaire de relation. Soit j'essaye d'acheter à quelqu'un que je connais, ou alors je passe par un intermédiaire. Ça peut être mon coach, ça peut être le moniteur d'équitation. Mais voilà, je passe par une relation pour lever l'incertitude. Ce qui fait qu'on a surtout des ventes individuelles. Et la question que l'on s'est posée dans cette deuxième année de notre étude, c'est de savoir quand même, les ventes collectives, on sait qu'elles représentent 2 à 3% des commercialisations, enfin des ventes en général, mais quelle peut être leur contribution à l'avenir, si on imagine qu'il y ait des choses qui peuvent bouger? Est-ce que les ventes collectives sont, oui ou non, des ventes intéressantes dans cette idée d'organiser la filière et de lui permettre d'aller vers plus de transparence et peut-être plus de sécurité pour l'acheteur, mais également pour le vendeur. Quand on n'est pas sûr de vendre ses chevaux, là non plus, on n'est pas sécurisé. Alors, donc, ce que l'on a fait, c'est que on s'est intéressé à 3 types de ventes principaux. Alors, ce sont les ventes aux enchères, les ventes présentation-vente, dont Marie Cazenave va parler et sur lequel je reviendrai, et également les foires, dont on n'a pas encore parlé. On a aussi regardé un peu les concours, mais là, j'aurais pas le temps d'en parler. Et puis, le rôle d'Internet. On l'a évoqué plusieurs fois cet après-midi, également peut-être un peu ce matin, non pas ce matin, cet après-midi seulement. Voilà, quel est le rôle d'Internet? On va essayer de voir pour chacun de ces
3 principales modes de commercialisation plus Internet. Quels sont leurs intérêts, leurs limites, hein, dans cette perspective des ventes limitées aujourd'hui, mais quel intérêt pour la filière, pour l'organisation. On a mis à contribution 3 étudiants, donc Jean-Baptiste Laforgue, Agathe Martin et Blandine Perret, qui ont réalisé cet été une 50aine d'entretiens auprès d'un petit nombre de manifestations sur des caractéristiques plutôt classiques ou plutôt innovantes que vous allez voir maintenant. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Une représentation un peu complexe, vous en avez une encore plus compliquée sur votre papier. Une représentation un peu en triangle inversé. Vous voyez que c'est un triangle qui est plutôt sur une de ses pointes, dans une forme pas très stable, hein, et avec les ventes fence ou les ventes aux enchères tout en haut et en bas les foires. C'est vraiment l'image sur laquelle on va revenir, je vais revenir assez souvent dans cette présentation, qui me semble assez bien représenter la façon dont se fait la commercialisation. On va commencer par les ventes aux enchères, donc une petite partie. Les ventes aux enchères, on s'est intéressé aux ventes simplement fence, qui sont les plus connues, et puis on l'a vu ce matin grâce aux chiffres de Xavier, les plus importantes numériquement. Des ventes aux enchères donc, qui ont lieu début septembre à côté de Fontainebleau. Quand on enquête les différents acteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'intérêt pour eux, hein, différents types d'acteurs de ces ventes aux enchères? Vous en avez beaucoup plus sur votre papier. Là, je vous en ai fait un résumé. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Eh bien, c'est surtout le fait qu'on a affaire à des grands professionnels qui mobilisent à la fois une connaissance du terrain pour sélectionner une grosse centaine de chevaux sur une année. Ils en voient plus d'1 millier, ils en sélectionnent 100, 120. Et sur 4 soirées, ils permettent aux gens de voir ces chevaux en liberté, donc des chevaux de saut d'obstacle, qui sont donc des jeunes chevaux, et de voir leur potentiel s'exprimer comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant pour les acheteurs, pour les vendeurs, c'est que ces gens, donc ces professionnels qui sélectionnent les chevaux, ont aussi un gros carnet d'adresses en termes d'acheteurs potentiels, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Donc des acheteurs assez nombreux et pour le coup là relativement fortunés qui sont intéressés par ces ventes. Donc c'est des ventes qui fonctionnent très bien, hein, plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Et pour les acheteurs disent que ils ont confiance. On a même un acheteur qui nous a dit le cheval, même s'il saute pas bien le jour de l'envoi aux enchères, comme il a été sélectionné, moi de toute façon je lui fais confiance. Donc voilà, une relation vraiment de confiance qui s'est établie. Et puis on est dans le cadre de la semaine de finale à Fontainebleau, hein. Donc c'est adossé à un événement. Il y a aussi l'aspect spectacle de ces ventes qui n'est pas à négliger. Néanmoins, quelques limites qui ont été énoncées par les uns et les autres. Pour les organisateurs, ils voient quand même une sensibilité de ce type de manifestation aux aléas économiques et donc du contexte environnant. On a vu qu'en 2010, les ventes étaient remontées par rapport à une baisse sur ces dernières années. Voilà, c'est une fragilité du système. Pour les vendeurs, eux, ce qu'ils regrettent, c'est les frais qui sont occasionnés pour eux, parce que amener des chevaux à toutes ces sélections, hein, être sélectionné, ça prend du temps, ça coûte, ça représente un certain nombre de coûts. Et également, pour certains, les 30% qui sont prélevés par les organisateurs à chacune des ventes est considéré comme voilà, trop élevé dans certains cas. Pour les acheteurs, un système intéressant, néanmoins, c'est des chevaux qui sont vus en liberté et pas montés. Donc, ils peuvent avoir un comportement quand même visiblement assez différent, mais là-dessus, moi, je ne me prononce pas, vous le savez. Quel bilan on peut faire donc, des ventes aux enchères? Je pense qu'on peut dire que c'est des manifestations qui fonctionnent. Là, dans le cas de Fence, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent même très bien, parce qu'exceptionnel. Hein, l'idée de se dire waouh, il y a des prix qui sont vraiment géniaux dans les ventes aux enchères, il y a un public qui est présent,
eh ben, faisons des ventes aux enchères. Ben, non, franchement, ce qui tire, ce qui permet l'exceptionnel, c'est par nature le fait qu'elle soit très limitée. Hein. On n'a pas observé d'autres formes innovantes, mais on peut bien imaginer qu'une généralisation de cette forme de vente serait pour le moins hasardeuse. Enfin, peut-être que ce sera tenté néanmoins. Alors là, il faut que je me dirige avec la flèche. Voilà. Donc, si on revient à notre triangle sur son petit côté, on va aller diamétralement opposé vers les foires. Les foires, c'est tout autre chose. Hein. Si tout à l'heure, on était un peu chez Christie's avec les ventes chez les antiquaires ou en tous les cas sur les fameux produits un peu artistiques, là, on est clairement dans la brocante. Hein. Si on réutilise la métaphore qui nous avait été proposée récemment. Donc, les foires, c'est plutôt une tradition de marché forain. Hein. C'est une ambiance festive lors de laquelle des chevaux peuvent être vendus et en grand nombre, mais avec une gamme de prix bien différente. C'est des chevaux qui sont souvent autour de 2 000 € et même parfois beaucoup moins. Et ce qui est intéressant par contre de voir, c'est que sur les foires, il y a un peu deux marchés. Il y a un premier marché qui se fait à la descente du camion ou au petit jour, où ce sont les marchands qui, entre eux, s'échangent les produits qui leur paraissent les plus intéressants pour réassortir leur propre gamme. Et ensuite, les badauds ou les familles qui viennent acheter quelques chevaux, surtout des chevaux pas très chers, pour lesquels, comme sur la brocante, on ne paye pas cher, mais on prend des risques. Hein. Les acheteurs, en fonction des foires, peuvent être très très variés, venir de localisations même assez lointaines. La foire de Beaucroissant, donc dans l'Isère, sur laquelle sont allés les stagiaires de cet été, a plus de 400 ans et a une renommée internationale et donc accueille beaucoup de visiteurs. Si on veut faire ce même petit exercice d'aspect positif et négatif, pas de frais d'inscription. Donc pour les vendeurs, c'est vraiment intéressant. L'autre aspect intéressant, même s'il est paradoxal, c'est que souvent les acheteurs ne sont pas des connaisseurs. Ça nous a été dit donc par les vendeurs. Qu'il y a également peu de contrôles sanitaires, même s'ils sont affichés par les organisateurs. Souvent, il n'y a pas de contrôle du tout. Qu'il y a bien sûr des gammes de prix accessibles, ça c'est intéressant pour les acheteurs. Parfois, les marchands donc, qui sont les plus présents dans ces ventes assurent un service après-vente. Et bien sûr, le gros intérêt, c'est une gamme et un nombre de chevaux, là, très important. Par contre, au nombre des limites de ce type de manifestation, il y a le fait que les chevaux sont peu mis en valeur. Si peu mis en valeur, qu'on ne peut pas non plus les essayer. Donc là, très forte limite. Et que, comme ça avait été dit, il y a très peu de transparence sur le passé du cheval, voire pas du tout, voire une envie de masquer le passé du cheval. Hein. Pour les organisateurs, c'est des manifestations qui sont parfois difficiles à gérer en termes de sécurité. Et pour certains vendeurs, ils regrettent que parfois l'aspect festif passe devant la commercialisation. Et puis certains autres se plaignent de dire vendre sur des foires, ça a quand même pas très bonne presse. Quel bilan on peut tirer de ce type de manifestation ? Son côté positif, c'est de dire que les foires, il y en a un peu partout en France. Je ne pense pas que ce soit également réparti sur le territoire, mais il y en a quand même d'assez nombreuses. Et l'aspect intéressant que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait qu'on a des formes innovantes de foires. Et je voulais vous citer la foire de Peyonnex, qui se trouve en Haute-Savoie, pas très loin de la Suisse. Et dans ce petit village de Peyonnex, depuis une quarantaine d'années, il y a des professionnels qui ont choisi de mettre en place une foire qui au départ était centrée sur les chevaux de sport et qui en fait est devenue une foire de loisirs parce que j'imagine que la demande les a fait évoluer. Et cette foire qui est une foire de printemps, qui est le lundi de Pentecôte, eh bien, réunit un grand nombre de marchands qui sont très fidèles et également un grand nombre de clients. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de faire un minimum de sélection. Là, ils ont dit que ne venaient que les marchands qui proposaient des chevaux qui sont à la fois en bonne santé, en état, et qui sont parés ou ferrés, en tous les cas, bien présentables, je pense.
et ça marche. Ça marche parce que les vendeurs reviennent, parce que les acheteurs sont présents et qu'il y a donc une relative sécurisation des achats et une ambiance qui fait une renommée qui font que l'achat est bien facilité sur ces foires. Donc les foires, on peut les voir comme des lieux de commercialisation plutôt pour des équidés de loisirs. Les chevaux sont peu mis en valeur. Ils sont, comme vous le voyez, soit à l'attache, au fil à beau croissant, soit là, ils pouvaient être essayés sur un petit espace attenant, mais dans des conditions de sécurité quand même un peu limitées. Mais on voit qu'il y a quand même possibilité de sortir du cadre strict de la foire. C'est là que j'aurais dû revenir à mon schéma en triangle. Donc, avant de passer aux présentations ventes, juste vous éclairer sur les 3 bulles oranges qu'il y a en bas de mon schéma. C'était pour faire le parallèle avec Internet et l'apport d'Internet. Je vous parlais des foires à l'instant. Eh bien, je pense qu'on peut dire que les sites Internet de petites annonces ou les forums où chacun y met ce qu'il veut, c'est l'auberge espagnole, chacun vient y mettre sur le net ce qu'il a envie d'y mettre. Eh bien, ça, c'est un peu comme la foire. Chacun vient prendre, donne la crédibilité qu'il veut bien accorder à l'annonce. Et donc, il y a ce parallèle qui peut être fait. Par contre, pour ce qui est des présentations-ventes, là, on va être plus proche d'un produit plus léché, on va dire, comme les sites d'élevage qui présentent l'exploitation et qui donnent beaucoup plus d'informations. Donc, les présentations-ventes, en 2 mots, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une présentation-vente, à peu près. Oui. C'est essentiellement, pour l'instant, à la différence notable de ce qu'a présenté Marie Cazenave tout à l'heure pour Cavalescence, mais dans la forme plus classique, les présentations-ventes, c'est plutôt pour des chevaux de CSO de moyenne à haut de gamme, plutôt pour valoriser l'élevage local, et souvent adossé à une autre manifestation, même si c'est pas une règle complète. Le financement de ces manifestations, il est hybride, il est lié à la fois aux commissions sur les ventes, aux frais d'inscription et aux locations de box, à des sponsors, et plus globalement, souvent, il n'est pas distingué du reste de la manifestation. Donc voilà, c'est une forme de vente qui passe un peu dans une manifestation plus large. Quels sont ces points positifs? Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que ça offre pour beaucoup une vitrine de l'élevage local. Ça fait de la publicité pour l'éleveur qui a des chevaux qui ont été sélectionnés, puisqu'il y a une sélection des chevaux. Et puis un intérêt relationnel. On invite à la soirée de gala les gens qu'on connaît pour se faire sa propre pub. Et vous voyez que la commercialisation, l'acte de vente, il ne vient qu'en 4e point. Quand on a interrogé donc des organisateurs de ce type de manifestation, on s'est dit, bizarrement, la vente, c'est quand même pas ce qu'ils semblent rechercher en priorité. Il semble qu'il y ait une sorte de confusion. Ces présentations-ventes, à quoi servent-elles? Servent-elles réellement à commercialiser des chevaux? Tant et si bien que sur certaines manifestations, le nom de l'éleveur était donné lorsque le cheval faisait son tour, mais les gens n'avaient aucune capacité d'identifier qui était l'éleveur dont le nom avait été donné. Donc certes, ils savaient que c'était Monsieur X, mais comment voir ce Monsieur X, c'était pas possible. Donc voilà, parfois, c'est ce que disait Marie Cazenave, c'est des manifestations qui sont organisées par des bénévoles, en voulant bien faire, certainement, mais un objectif qui ne paraît pas toujours très, très clair. Par contre, il y a une vraie aide qui est donnée à l'acheteur en termes de repérage dans un catalogue, voire de vidéos, qui permettent à l'acheteur potentiel de se faire des idées avant de voir le cheval. Et puis l'autre point très intéressant, c'est que le prix est affiché, et puis c'est toujours un spectacle. Donc sur le registre des points négatifs, sur les présentations-ventes classiques, il y a des professionnels, donc, comme disait Marie Cazenave tout à l'heure, qui s'y collent, mais qui reçoivent également des critiques parce que
voilà, dans le milieu associatif, c'est difficile de faire, d'être complètement, voilà, d'avoir un écho positif de tout le monde. Par contre, autre biais, autre côté négatif qu'on peut vraiment regretter, c'est que parfois, il n'y a pas d'acheteurs. Donc, voilà. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'acheteurs dans les présentations ventes, c'est pas là mon propos, mais c'est dire que parfois, dans le petit nombre de présentations ventes qu'on a étudiées, il arrive que les acheteurs soient très rares. Pas absents, mais très rares. L'autre chose pour les organisateurs qui est pénible, c'est qu'on prend une commission de 5 à 10%, mais souvent les achats sont différés. Donc la commission, soit elle n'est pas reversée, soit elle est effectivement... bon, oui, elle n'est pas reversée, je crois que c'est surtout ça le souci. Et puis des vendeurs qui disent que ça fait quand même des frais importants pour une vente qui est limitée, et puis la confiance limitée, donc qui est le fait qu'on prépare trop les chevaux, mais dans l'idée qu'ils sont artificiellement dopés pour la manifestation. Donc en bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ces présentations ventes, leur côté là aussi positif, c'est qu'il y en a un peu partout en France. Elles sont plutôt centrées sur des animaux haut de gamme, plutôt haut de gamme et plutôt saut d'obstacles. Mais ce qui est intéressant, parce que là de fait c'est un petit peu homogène, il y a quand même des formes innovantes, donc je ne vais pas revenir sur Cavalescence avec tout ce qui nous a été dit. Mais on voit bien que c'est une forme, et c'est ce que soulignait Olivier Croze tout à l'heure, les acheteurs, au moins de Rhône-Alpes, disaient qu'ils étaient plutôt intéressés par ce type de manifestation, qu'elles pourraient correspondre à leurs besoins, moyennant ce qui a été mis en place dans Cavalescence, c'est-à-dire ce professionnalisme qu'on n'a pas senti toujours. Voilà, en conclusion, pour vous dire que on fait bien ce qu'on sait bien faire. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire surtout, il me semble, que ce qui fonctionne très très bien, c'est les ventes fence. Hein, l'élite, ça, on sait la produire, on sait la repérer, on sait la mettre sur un plateau et la vendre très bien à qui a de l'argent. Ça, pour l'élite, c'est très bien. On sait gérer le rebut. Les foires, ça marche bien, il n'y a pas de souci, on sait gérer. Par contre, c'est l'entre-deux. Hein. C'est toute cette masse importante. C'est pour ça que mon triangle, il est ventru et sur une place où il n'est pas stable. C'est qu'il y a toute cette partie, cet entre-deux, dont on s'occupe assez peu. Hein. Alors, il y a ces formes innovantes, comme les cavalescences, comme le sont ces foires type Payonex, qui essayent d'aller vers ce ventre mou des chevaux qu'on ne sait même pas trop ce qu'ils sont. Hein. Ils ont été un peu décrétés comme étant polyvalents, puisque ils étaient faits pour le sport de haut niveau. Ils ont été recalés. Il faut bien les remettre quelque part. On va dire qu'ils sont polyvalents. Encore faut-il en faire la preuve, certainement. Hein. Donc là, on voit bien on avance avec ces formes innovantes vers une meilleure définition des publics et de la qualification de ces équidés intermédiaires. Pour cela, il y a certainement nécessité qu'il y ait encore plus de volonté collective pour impliquer tous les acteurs. On disait mettre dans le circuit aussi les gens des centres équestres, planifier ces manifestations et les faire tenir dans la durée, certainement si on veut que les gens s'habituent à ce type de manifestation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.